Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 13 juillet 2024, avec comme titre principal un hôpital pour enfants à Kiev a été bombardé. Et il y a toute une polémique autour de ce bombardement. Est-ce les Russes? Est-ce l'Ukraine? C'est la polémique habituelle, j'ai envie de vous dire, en Ukraine. Petit point à noter, l'hôpital pour enfants à Kiev qui a été bombardé est le plus grand d'Ukraine. C'est le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine. C'était à noter. Et enfin, pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a une polémique. Donc les Ukrainiens ont immédiatement accusé les Russes en disant que c'est un acte barbare et terroriste. Les Russes, eux, ont peu de temps après accusé l'Ukraine. Ils ont dit que c'était un missile NASAMS antiaérien qui a raté son coup, c'est-à-dire un missile qui devait arrêter un des 5 missiles qui est tombé sur l'usine d'armement Altium, qui est une usine d'armement proche de cet hôpital pour enfants. Et je vous montrerai d'ailleurs la vidéo des missiles russes tombant sur l'usine d'armement d'Altium. Par contre, je n'entrerai pas dans la polémique concernant le missile qui est tombé sur l'hôpital pour enfants, parce que ça fait, comme je vous l'ai déjà dit, polémique. Kiev, immédiatement après ce bombardement, a fourni une photographie du missile. Malheureusement, elle est plus ou moins floue, cette photo. Donc il est difficile de dire de quel missile il s'agit. Et que s'est-il passé? On a un spécialiste norvégien qui a fait un tweet. Alors c'est un spécialiste norvégien complètement pro-OTAN et d'ailleurs qui travaille pour le gouvernement norvégien, mais aussi pour le gouvernement américain. Bref, donc ce spécialiste norvégien a fait un premier tweet en disant que non, ce n'était pas un cache 101 d'après lui. Ensuite, il s'est repris, il a dit si, c'est un cache 101 et j'en suis sûr. À partir de là, tous les médias occidentaux ont repris l'avis de ce spécialiste norvégien et pour tous les grands médias et on va dire indirectement pour tout l'Occident, c'est un cache 101, donc c'est bien la Russie qui a fait cela. Kiev présente aussi des photos des débris d'un soi-disant KH-101. Alors évidemment, là les médias ne parlent jamais de ces débris montrés qui effectivement, Kiev montre que ce sont des véritables débris de KH-101, mais en fait, comme ça peut être des débris venant n'importe où, même les médias n'en parlent pas. Il n'y a que Kiev qui montre cela, mais moi, dans les grands journaux internationaux que j'ai lus, ils ne parlent même pas, ou très peu. Je crois qu'il y a un ou deux journaux internationaux qui ont vaguement fait allusion à ces débris, mais la plupart n'en parlent pas. Il cite le fait que c'est un spécialiste norvégien qui a dit que c'est un KH-101 et il reste là-dessus. Et il montre la photo imprimée dans le journal, voilà. Et puis en général, ça s'arrête là. Alors maintenant, grosse polémique, parce que évidemment, les pro-russes disent que c'est un missile antiaérien NASAMS, puisque officiellement le Kremlin dit que c'est un missile antiaérien NASAMS qui a raté sa cible. Et officiellement, Kiev, c'est-à-dire tous les pros OTAN, disent que c'est un KH-101. Donc moi, j'entrerai pas dans la polémique. Alors, et d'une, parce que je suis pas un spécialiste des missiles, et de deux, parce que la photo est suffisamment floue pour créer le doute, et c'est pour ça qu'il y a une polémique, sinon il n'y aurait pas de polémique. Donc moi, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là, parce que je ne détiens pas la vérité. Par contre, je vais parler des à côté, qui eux sont irréfutables. Et je vais analyser la situation avec uniquement le raisonnement, la logique et les faits, uniquement.
ceux qui sont irréfutables encore une fois. Alors évidemment, le faisceau d'indices va m'amener à croire la version russe, hein, je vous coupe le suspense tout de suite, et vous me connaissez, et pourquoi cela m'amène à croire les Russes? C'est parce que, tout d'abord, j'ai fait une vidéo qui a précédé celle-ci. Et je n'ai pas fait cette vidéo précédente par hasard. C'était pour vous dire qu'il y a un historique quant à la désinformation ukrainienne. Et oui, donc je vous ai fait cette vidéo précédente nullement par hasard, encore une fois. C'est pour vous montrer que Kiev a un historique gigantesque de mensonges systématiques, surtout concernant le fait qu'ils accusent les Russes d'attaquer des cibles civiles, en particulier sur ce sujet. Leurs mensonges ont été systématiques, et systématiquement je les ai démontés. J'étais pas le seul, hein, bien entendu. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo précédente. Alors c'est comme l'histoire de Pierre et le loup, à force de crier au loup, on ne croit plus le petit garçon dans la fable. Et bien là c'est pareil, Kiev ment systématiquement depuis 3 ans, et en plus de manière grossière, même pas subtile, donc pourquoi dirait-il la vérité ici? Et en plus, qu'est-ce qui porte la version de Kiev? C'est un sombre spécialiste soi-disant des missiles, mais en fait il est spécialiste du nucléaire et de bien d'autres choses, mais bon, autoproclamé spécialiste missiles, et donc norvégien en plus, et voilà, faut le croire sur parole. Et en plus, il a donné 2 versions. Voilà. Et c'est la dernière version qu'il faut bien sûr croire. Alors, attention, euh, je ne prétends pas avoir la preuve et je ne prétends pas que c'est catégoriquement la faute de l'Ukraine. Je ne dis pas cela. Il y a un faisceau d'indices qui m'amène à penser que la Russie dit vrai, mais je n'ai pas de preuve et je ne peux pas dire catégoriquement que les Russes ont raison. Voilà, j'ai tendance à croire la Russie au vu de tout ce que je viens de vous dire et surtout au vu de l'analyse que je vais faire avec vous, avec l'appui d'articles qui vont présenter la chose comme d'habitude et avec l'appui de faits irréfutables et de la logique uniquement. Voilà, donc on va voir ça. Voilà, j'arrête là pour le coup de l'hôpital à Kiev. Deuxième sujet important, et en fait c'est le plus important de ce point sur l'Ukraine, il y a eu un exercice militaire de grande ampleur en Biélorussie, fait par les Biélorusses et les Chinois à la frontière polonaise et à la frontière ukrainienne, dans la ville biélorusse de Brest. Donc c'est proche de la frontière polonaise, proche de la frontière ukrainienne. C'est la Chine qui est venue avec des troupes à l'invitation de la Biélorussie, parce que si vous vous souvenez bien, si vous me suivez assidûment, la Biélorussie s'était plainte à l'international du fait qu'il y avait de grands exercices en Pologne avec l'OTAN, pas qu'avec les forces polonaises, donc avec l'OTAN et avec des forces ukrainiennes aussi, qui étaient quand même très proches de la frontière avec la Biélorussie. Cela avait inquiété Loukachenko, qui a crié à la provocation. Et comme par hasard, peu de temps après, on a un exercice militaire biélorusse et chinois. Donc évidemment, le Pentagone et l'Union européenne ont été très inquiétés. Et pour l'instant, ça s'est arrêté là. Mais en tous les cas, on va en parler assez longuement, puisque là, c'est quand même un événement assez extraordinaire. Et là, on ne parle plus de la Chine qui aide la Russie en donnant de l'armement, des munitions, etc. Là, on parlerait de la Chine qui envoie des troupes sur place. Et cela s'ajouterait au fait que Kim Jong-un a proposé des troupes aussi à 2 reprises à Vladimir Poutine.
Donc ça inquiète énormément l'Occident, parce que là on aurait une aide directe de troupes de la Corée du Nord et de la Chine. Et là pour le coup principalement de la Chine, puisque la Chine l'a dévoilé au monde entier avec les Biélorusses et ne s'en est pas du tout caché. Surtout que ça fait suite à des exercices militaires biélorusses et russes quant à des exercices de missiles tactiques nucléaires. Il y en a eu 2. Donc vous voyez la montée en escalade. Alors Loukachenko, lui, se défend en disant qu'il y a eu un énorme exercice de l'OTAN il y a peu de temps, donc en Pologne et en Finlande, un énorme exercice de l'OTAN. Et donc, lui dit que c'est en réponse à cela, tout simplement. Mais que pour lui, c'est pas une provocation, ce sont des exercices habituels. Alors, il est vrai que c'est pas le premier exercice avec des soldats chinois. La Biélorussie en a déjà fait, mais de cette ampleur, c'est la première fois. Et surtout, à un timing bien précis. Alors, encore une fois, tout ça se fait de manière concomitante. On a le coup d'un missile qui tombe sur l'hôpital pour enfants juste la veille où Zelensky va au 75e anniversaire du sommet de l'OTAN aux États-Unis. Donc le bombardement de l'hôpital pour enfants s'est fait la veille. Et le problème, c'est qu'il y a eu d'autres sommets sur l'OTAN et il y a déjà eu des bombardements sur des cibles civiles ukrainiennes à chaque veille d'un sommet de l'OTAN depuis 3 ans, quoi, 2 ans et demi exactement. Et à chaque fois, donc ça fait comme un schéma, un modèle qui est toujours suivi. Alors maintenant, est-ce une coïncidence? Est-ce fait exprès par les Ukrainiens? Je ne le sais pas. C'est peut-être... en fait, il y en a eu 3 occurrences, donc c'est peut-être 3 coïncidences d'affilée. Après tout, je n'ai aucune preuve. Ça reste possible. Mais en tous les cas, ça voudrait dire que Zelensky a beaucoup de chance. Et vous allez voir pourquoi concernant l'hôpital pour enfants. Vous allez voir que ce bombardement a été suivi immédiatement de conséquences positives pour Zelensky. Vous allez voir en article après. Mais je reviens donc à cet exercice biélorusse-chinois. C'est un événement en réalité énorme. Les médias en parlent peu et se concentrent sur les gaffes de Joe Biden lors du 75e anniversaire de l'OTAN. Joe Biden a fait des gaffes absolument monstrueuses juste après le débat complètement catastrophique qu'il a fait et dont j'avais fait une vidéo exclusive d'ailleurs sur ce débat. Et là, bon, bah, tout se confirme bien évidemment. Alors ça m'a bien fait rigoler parce que là, Joe Biden a fait 2 gaffes énormes en confondant la vice-présidente Kamala Harris avec Trump et en appelant Zelensky sur le podium, au lieu de l'appeler Monsieur le Président Zelensky, il l'appelait Monsieur le Président Poutine devant les caméras du monde entier. Donc vous voyez, ces 2 gaffes sont absolument gigantesques et en plus coup sur coup et presque au même moment, hein. Donc Joe Biden a fait vraiment très très fort. Et il s'est enterré définitivement et complètement. Le problème, c'est que Joe Biden ne veut pas se désister. Ça, cette fois, ça y est, il a été complètement définitif dans sa réponse. Il restera dans la cour jusqu'au bout, ce qui désole totalement les démocrates. Mais bref, là, je digresse. Bref, et là, je commence à être long dans la présentation, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Vous avez les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Commençons. Alors on va commencer par un article du Washington Post qui nous dit une attaque de missiles russes fait 37 morts en Ukraine et touche un hôpital pour enfants. Parmi les personnes tuées lors de l'attaque de lundi figuraient 3 enfants, a déclaré le président ukrainien Zelensky. Alors là, en premier lieu, ce qui saute à la figure, c'est la désinformation.
et la désinformation par une manipulation absolument honteuse du Washington Post. Parce que en fait, c'est ambigu comme titre. On lit une attaque de missiles russes fait 37 morts en Ukraine et touche un hôpital pour enfants. Ensuite, on nous dit que cette attaque figurait 3 enfants qui sont morts. Donc c'est de la manipulation visant à de la désinformation. Parce que la plupart de ceux qui lisent les grands journaux, beaucoup s'arrêtent au titre. Et là, on a de la pure désinformation. Heureusement que vous êtes sur une chaîne de réinformation. Je vous explique. Une attaque de missiles russes fait 37 morts. Là, déjà, le fait d'avoir employé le mot « une attaque », c'est faux. C'est des dizaines et des dizaines d'attaques par des missiles russes. Hein, et vous notez une attaque de missiles russes sans S. Sans S à missile, sans S à russe. Donc une seule attaque avec un seul missile qui aurait fait 37 morts en Ukraine et touche un hôpital pour enfants. Et là, on nous dit que l'attaque a fait 3 morts et c'est 3 enfants. C'est de la pure désinformation. En fait, il y a eu des dizaines d'attaques de missiles, énormément de missiles, et toute cette attaque de lundi, concernant toute l'Ukraine, a fait 37 morts et 3 enfants. Et nous verrons qu'en réalité, il n'y a eu aucun mort d'enfant dans cet hôpital pour enfants. Aucun. Donc déjà, on a une manipulation honteuse et scandaleuse et de la désinformation du Washington Post. C'est absolument honteux. Alors voici les dégâts de l'hôpital. Vous voyez que l'hôpital a été très peu touché en réalité. En plus, il faut rappeler que cet hôpital est colossal. C'est le plus grand hôpital d'enfants d'Ukraine, le plus grand. Et il y a eu très peu de dégâts en réalité de cet hôpital. Que lit-on? Une attaque de missiles russes. Là, vous notez, là maintenant, il y a des S. Là, il n'y en avait pas. Là, il y en a. A frappé lundi plusieurs villes d'Ukraine, tuant au moins 37 personnes et en blessant 170 autres. Parmi les victimes figurent 3 enfants, a déclaré Zelensky. Donc là, maintenant, on comprend mieux que c'est 37 personnes et 170 blessés sur toute l'Ukraine. Vous voyez? Donc là, blablabla, la salle va toucher plusieurs villes, dont Kiev, Dnipro et Kryvyi, la ville natale de Zelensky. Blablabla, le ministère russe de la Défense a rejeté la responsabilité de cette attaque, affirmant qu'il avait mené une attaque majeure contre l'Ukraine, mais niant qu'elle ait frappé des infrastructures civiles. Et effectivement, on apprend que Moscou, et d'ailleurs on verra une petite vidéo, a frappé avec 5 missiles l'usine d'armement d'Artyom, qui est à environ 1 km de cet hôpital pour enfants. Nous allons voir ça en vidéo. Donc 5 missiles ont frappé l'usine d'armement d'Artyom, qui est pas loin de cet hôpital. Et effectivement, c'est à proximité de l'hôpital. Ça, on ne peut pas le nier. À Kiev, la frappe contre l'hôpital pour enfants, Ormadit, a tué un médecin et détruit un centre de dialyse, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Les patients et le personnel ont été contraints d'évacuer dans la rue. Voilà. Donc Zelensky a déclaré avoir demandé aux responsables gouvernementaux de trouver un hôpital adapté pour que les patients puissent reprendre leur traitement, parce qu'effectivement les patients ont été sortis de cet hôpital. Donc on a un médecin tué et un centre de dialyse détruit. Donc vous voyez la manipulation et la propagande absolument scandaleuse du Washington Post. Je vous rappelle encore les faits. Hein. Une attaque de missile sans S, ici, en Ukraine, touche un hôpital. L'attaque fait
3 enfants morts. Voilà. Donc, ce Mikhail Klimentov, certainement un Ukrainien, fait de la désinformation pure et simple. C'est en lisant l'article après qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est 3 enfants sur toute l'Ukraine. Alors bien évidemment, c'est une tragédie. 37 personnes mortes, dont 3 enfants morts, c'est une tragédie, bien entendu. Mais en réalité, concernant cet hôpital, très peu de dégâts. On a un centre de dialyse qui a été détruit et on a un médecin mort. Voilà au final ce qu'on a. Donc c'est la montagne qu'accouche d'une souris et malheureusement tout est comme ça avec les médias occidentaux. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne, vous allez me dire. Là, vous allez voir une vidéo qui est introuvable dans les médias classiques et que moi j'ai pu trouver sur Telegram puisque je suis Yuri Podolka, qui est une de mes sources. Alors, c'est une source uniquement en russe, mais qui est très intéressante puisque là, vous allez voir la vidéo de l'attaque de l'usine d'Altium qui a été attaquée par 5 missiles. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй! Alors voici un des missiles de la Discord, un KH-101. Je vous rappelle qu'il y a 2 modèles. Il y a le modèle qui a une charge explosive de 400 kg et un autre modèle d'une charge explosive de 800 kg mais qui va beaucoup moins loin puisqu'on parle entre 1500 et 2000 km de portée alors que celui qui a une charge de 400 kg, c'est-à-dire celui-ci, suivant les sources, c'est 3500 à 4500 km de portée. Donc ça, c'était le KH-101. Alors voici le missile NASAMS, le 2e missile de la Discord. Donc il a une charge explosive de 18 kg et suivant le modèle, il y a 2 modèles à ma connaissance. Un modèle qui a une portée de 30 km et un autre modèle qui a une portée de 50 km. Donc attention, ce n'est pas un missile de croisière, c'est un missile antiaérien qui est fait pour détruire une cible aérienne. Là, on va regarder un extrait de la conférence de sécurité à l'ONU où vous voyez le membre permanent russe Benzaïa qui lui donne la version officielle du Kremlin. Alors la version officielle du Kremlin, je vous la résume en 2 mots. C'est un missile antiaérien NASAMS qui a été dévié de sa trajectoire en ratant les 5 missiles qui ont été envoyés sur l'usine d'Altium, qui est à environ 1 km de cet hôpital pour enfants. Ratant sa cible, cela aurait détruit une partie de l'hôpital. Sachant que la version maintenant reprise par les médias occidentaux, c'est un missile russe KH-101. Et pourquoi un missile KH-101 ? Ça vient d'un tweet d'un spécialiste norvégien qui a d'abord fait un tweet en disant non, ce serait pas un missile KH-101. Ensuite, il a refait un tweet en disant si, j'en suis sûr, maintenant c'est un KH-101. À son 2e tweet, tous les médias occidentaux ont repris cette dernière version. Donc je vous rappelle que la source unique, c'est un spécialiste norvégien. Voilà, c'est pas le Pentagone, c'est pas le gouvernement américain, et d'ailleurs ce n'est même pas le gouvernement ukrainien. Un côté ukrainien, c'est un missile russe, ça a été fait par les Russes. Mais les Ukrainiens n'ont pas dit quel missile c'était. Voilà, donc tout vient de ce spécialiste norvégien. Je tenais à rappeler la chose. Regardons un extrait. Of what happened on photos and videos, from which it clearly follows that this was a missile of the Ukrainian air defense.
Here you get the magic of verbal gymnastics demonstrated today by Western members of the Security Council trying by any means to protect the Kiev regime. Opportunity to assume that the air defense missile was meant to intercept the Russian missile and which was meant to hit the factory. Now, such tragedies could be avoided if the Kiev regime, in contravention of international humanitarian law, did not locate air defense and heavy weaponry in residential neighborhoods. However, its Western sponsors prefer to look away regarding that important fact. We also can't fail to mention the fact that the Ukrainians themselves in the social media noted an interesting trend. The tragedy with the hit of the air defense rocket into the hospital, children's hospital, occurred on the eve of the NATO summit. And this is the third NATO summit since the beginning of the special military operation. And similar situations occurred on the eve of each one of them. It was the same on the 27th of June of 2022 when Ukrainian media reported about an explosion in a mall in the city of Kremenchug in the Poltava Oblast, where supposedly hundreds of people were there. In actuality, the fire in the mall, which was empty and was not functioning, took place as a result of the detonation of ammunition which was held in a neighboring building and was provided by the US and Europe. The same thing happened on the night of the 6th of July of 2023 when the Russian Air Force delivered a strike against a temporary deployment of Ukrainian soldiers and foreign mercenaries in Lvov. And noteworthy that the mayor of Lvov, Mr. Sadovy, acknowledged that the residential buildings, were damaged by fragments of the air defense. In all these situations, these were maximally exploited by the head of the Kiev clique in order to beg for more weapons for Ukraine. It's an interesting tendency, isn't it? Là, on va regarder un dernier article du Washington Post qui date du 9 juillet, c'est-à-dire le lendemain du précédent article dont je vous ai parlé du 8 juillet, c'est-à-dire au bombardement de l'hôpital pour enfants. Le lendemain, les États-Unis vont renforcer leur défense aérienne après une frappe de missile sur un hôpital pour enfants de Kiev. Alors là, c'est très mal dit, mais bien entendu, quand on lit l'article, c'est les États-Unis vont renforcer la défense aérienne de Kiev, bien entendu, bien entendu. Donc là, que lit-on? Là aussi, de jeunes patients devraient être envoyés en Allemagne après une frappe de missile russe sur l'hôpital pour enfants d'Orkmatik, au cours de laquelle 2 personnes, dont un médecin, ont été tuées. 2 adultes ont été tués. Aucun enfant n'a été tué. Voilà. Imaginez-vous si c'était vraiment un KH-101 qui était tombé sur un hôpital pour enfants. Bref, aucun enfant n'a été tué. Imaginez-vous si c'était un KH-101. On va dire première version, c'est-à-dire entre 400 et 450 kg d'explosifs. Vous vous imaginez un KH-101 qui est le plus gros missile russe, qui n'aurait fait, comme je vous l'avais dit dans l'article précédent, là, 2 morts, parce qu'on sait maintenant le lendemain que c'est 2 morts, et qui a fait comme dégâts, attention, ça a tué un médecin, mais en réalité un médecin et un adulte, et qui a détruit un centre de dialyse. Vous imaginez? Si c'était vraiment un KH-101, l'hôpital aurait été détruit, bien évidemment. Donc, et là, voilà, on n'a que ça. Voilà, sachant que c'est un des plus grands hôpitaux d'Ukraine pour enfants. Voilà, on a un centre de dialyse qui a été détruit. Voilà, on ne dit pas que l'hôpital a été détruit, un centre de dialyse. Et ça correspond. Alors encore une fois, je n'ai pas les preuves, mais un Assam, ça a environ 18 kg, même ça a exactement 18 kg d'explosifs. Ça aurait fait typiquement ce genre de dégâts en Assam. Par contre, un KH-101 n'aurait jamais fait, au grand jamais, ce genre de dégâts. À moins qu'il soit tombé complètement à côté. Bien sûr, encore une fois, je n'ai pas les preuves.
mais je fais qu'avec les renseignements, les faits les plus fiables, irréfutables. Un KH-101, ça a une précision de 5 mètres. Voilà. C'est 5 mètres pour un KH-101. Voilà. Donc pour moi, la version russe est la bonne, parce que ça correspond aux dégâts d'un NASAMS typique. Par contre, je ne dis pas que ce sont les Ukrainiens qui ont fait exprès. Je ne dis pas que c'est pas possible comme option. Hein, on peut régler le missile antiaérien de telle manière que ça touche un hôpital. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hein. Mais je dis pas que les Ukrainiens ont fait exprès de toucher l'hôpital. Encore une fois, c'est possible, mais je dis pas que c'est le cas. Ils ont pu profiter d'une opportunité, c'est-à-dire ils se sont dit, bon bah, le NASAMS a raté, ça a touché l'hôpital, on va en profiter pour accuser les Russes. Ce ne serait pas la première fois. Il y a eu plusieurs appartements à Kiev qui ont été détruits par des missiles ukrainiens qui ont raté leur cible. Il y en a eu. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'était des S-300. Ça a détruit un ou deux appartements à chaque fois. Heureusement, les S-300 n'explosaient pas. Heureusement. Eh bien, les Ukrainiens ont à chaque fois accusé la Russie. Voilà. C'est juste pour vous dire que tout amène à croire que cela vient du côté ukrainien. Même si, encore une fois, je ne peux pas le prouver. Mais le faisceau d'indices, tout ce que je viens de vous dire, plus l'historique de Kiev de mensonges permanents, de désinformation systématique, je dis bien systématique, il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une seule exception où les Ukrainiens ont dit la vérité quant au ciblage russe sur une population civile ou sur un bâtiment civil. Je n'ai jamais vu une once de vérité dans ce que disait Kiev. Jamais. Voilà. Alors maintenant, avec la vidéo que je vous ai montrée précédemment, avec tous les faisceaux d'indices, je pense que maintenant vous avez une petite idée sur qui est le vrai coupable. Alors maintenant, mes derniers mots, et j'en arrête là. À qui profite le crime? Eh oui, à qui profite le crime? Bah, bien évidemment à Kiev. Vous avez un hôpital pour enfants qui est bombardé la veille du 75e anniversaire du sommet de l'OTAN où Zelensky est invité justement pour quémander des systèmes antiaériens principalement. Et qu'est-ce qu'il obtient? Oh, magie! Eh bien, il obtient exactement ce qu'il a voulu. Les États-Unis vont renforcer la défense antiaérienne donc de Kiev après une frappe de missile sur un hôpital pour enfants. Ah, magiquement, cela tombe très bien. C'était exactement l'effet voulu. Voilà, donc à la veille de sommet de l'OTAN, hôpital pour enfants bombardé, le lendemain, les États-Unis vont donner plus de systèmes antiaériens à Zelensky. Alors, à qui profite le crime? Clairement à Kiev. Maintenant, quel est l'intérêt des Russes à bombarder un hôpital pour enfants? À passer pour des barbares aux yeux du monde? À détruire leur réputation aux yeux du monde? Ou encore, on peut prendre le prétexte que donnent certains médias, un prétexte ridicule et complètement éculé, qui est de dire que cela terrorise la population et donc que la population après aurait tendance à se rendre ou à dire à leur gouvernement de se rendre. Allons, c'est complètement l'inverse. Ça, c'est un prétexte qui est inventé par les médias pour avancer la propagande. Bien évidemment, les bombardements de terreur ont toujours eu un effet inverse. Regardez le conflit israélo-palestinien. Quand vous bombardez une population, la population n'a qu'un seul souhait, c'est de se venger. Et même au point du sacrifice pour la vengeance, regardez le peuple palestinien. Donc c'est tout l'inverse, ça galvanise un peuple, le fait qu'il soit bombardé, ça le galvanise contre l'ennemi. Hein. Ça ne le rend pas apathique ou ça ne lui donne pas envie de se rendre, bien au contraire. Donc ça, cet argument, il est complètement
ridicule. Donc maintenant qu'on a répondu à qui profite le crime, et maintenant qu'on a répondu au fait que les Russes n'ont absolument aucun intérêt à bombarder un hôpital pour enfants, en plus, alors que les Russes sont en train de gagner la guerre, ils sont sur le chemin de la victoire et ils feraient ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est leur motivation de faire cela? Voilà. Sachant que, je ne vais pas vous le répéter 100 fois, mais je le répète quand même une dernière fois ici, il ne faut pas oublier que la Russie considère les Ukrainiens comme un peuple frère. Et depuis toujours. Et avant l'opération militaire spéciale, la Russie a bien dit qu'elle ferait très attention au peuple ukrainien, du fait même qu'il le considérait comme un peuple frère. Ce qu'il est, d'ailleurs, le peuple ukrainien est un peuple frère, car il y a beaucoup de Russes dans le peuple ukrainien. Ne l'oublions pas, qui parlent russe. Et ce sont pourtant des Ukrainiens. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit, peut-être même trop, j'ai été peut-être trop long, mais là, je pense que j'ai bien fait le tour quand même. Là, vous avez vraiment tous les éléments en main pour avoir une opinion argumentée afin de désigner pour vous qui est le vrai coupable là-dedans. Alors maintenant, on passe à un autre sujet. On va regarder un article de CNN qui nous dit: la Chine et la Biélorussie mènent des exercices militaires conjoints à proximité immédiate de la frontière entre l'OTAN et l'Union européenne. Donc là, vous voyez un avion cargo chinois avec des militaires chinois. Et ça vient du ministère biélorusse de la Défense. Des troupes chinoises arrivent en Biélorussie. Alors, que lit-on? On va pas lire tout l'article, bien sûr, on va lire simplement ce qui est le plus important. La Biélorussie et la Chine ont lancé lundi des exercices d'entraînement militaire conjoints de 11 jours, a annoncé le ministère biélorusse de la Défense, avec des activités se déroulant à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne, membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Les exercices conjoints d'entraînement antiterroriste Attacking Falcon en Biélorussie verraient le personnel militaire des deux pays agir ensemble comme une seule unité à certaines étapes, a déclaré le général de division Vadim Denisenko de l'armée biélorusse dans un message Telegram. Les événements dans le monde sont complexes, la situation est complexe. C'est pourquoi, après avoir étudié de nouvelles formes et méthodes de conduite de la guerre, nous allons élaborer tous ces moments en tenant compte de tout ce qui est nouveau et qui a été appris au cours des 2 dernières années, a déclaré Denisenko. Les exercices conjoints se déroulent sur un terrain d'entraînement près de la ville de Brest, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, à environ 65 km de la frontière avec l'Ukraine. Ils interviennent alors que l'invasion de ce pays par la Russie, il y a plus de 2 ans, a renforcé les divisions géopolitiques et continue de menacer la sécurité régionale dans son ensemble. Pékin et Minsk ont resserré leurs liens ces dernières années sous la direction du dirigeant chinois Xi Jinping et du président biélorusse Alexandre Loukachenko, tous deux autocrates et solides alliés du président russe Vladimir Poutine. Voilà, bref, on va s'arrêter là, le reste ce sont des détails. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Déjà, bien entendu, c'est pas la première fois que la Biélorussie et la Chine font des exercices militaires. C'est fait quelques années que ça dure, sauf que là, c'était un exercice militaire jamais vu, d'une ampleur jamais vue. Donc c'est pour ça que ça inquiète tout le monde. Alors vous vous doutez bien que ce signe et surtout cette image de CNN, donc repris dans le monde entier, inquiète énormément l'Occident. Il n'y a pas de signe plus fort que cela. Des troupes chinoises en Biélorussie. Et souvent, on dit que la Russie a des alliés très fermes. Et on dit l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, un peu la Turquie. La Turquie, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, joue double jeu. Mais à chaque fois, on omet de dire qu'il y a aussi la Biélorussie.
La Biélorussie, ce n'est pas la Russie. Alors certes, beaucoup disent que c'est un État vassal à la Russie. Et bon, on ne peut pas dire que ça soit faux non plus. Mais la Biélorussie est un pays important et militairement qui n'est pas complètement dépourvu, loin de là. Ça, c'est un pays de l'ex-Union soviétique qui n'a jamais laissé tomber le côté militaire, contrairement à d'autres pays de l'ex-Union soviétique, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan, etc. La Biélorussie n'a jamais laissé tomber. Et pourquoi? Parce qu'elle a une proximité avec la Pologne. Et la Pologne a toujours eu une animosité, il faut dire ce qu'il y est, avec Loukachenko. Là où ce n'était pas le cas, c'était, on va dire, il y a une quinzaine d'années où Loukachenko n'était pas autant pro-russe que cela. Là, ça s'était calmé. Mais sinon, il y a toujours eu une animosité Pologne-Biélorussie. Bref, là, cette image est extrêmement forte et amène la Chine aux portes de l'Europe. La Chine avec des troupes, la Chine en tant qu'ennemi, la Chine en tant qu'allié cette fois complètement clair de la Russie. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Là, l'Union européenne va tout d'un coup être immensément refroidie. Pareil pour l'OTAN. Donc tout ça fait beaucoup réfléchir l'Occident. Et n'oublions pas que cela s'accompagne de tensions toujours plus grandes autour de Taïwan. Et oui, il y a 2 jours, 66 avions militaires chinois ont été vus à proximité de Taïwan, ce qui est absolument énorme et qui est un signe d'escalade extrêmement clair. La Chine, là, montre ses muscles et montre qu'elle veut aller jusqu'au bout quant à Taïwan. Donc monter d'une escalade militaire à Taïwan, monter d'une escalade militaire en Europe, tout cela est de manière concomitante. La Chine qui envoie beaucoup de troupes en Biélorussie, tout cela sont des signes, à mon avis, extrêmement clairs. La Chine a choisi son camp depuis longtemps et là maintenant plus d'hypocrisie. La Chine est un allié complet de la Russie, tout comme la Biélorussie, bien évidemment, l'Iran et la Corée du Nord. C'est une évidence absolue. Donc encore une fois, je le répète, tout cela va faire beaucoup réfléchir l'Occident et l'ardeur guerrière de l'Union européenne après cet événement-là, à mon avis, va vite retomber, surtout si une guerre est véritablement déclarée à Taïwan. À mon avis, là, ce sera le dernier signe fatal pour l'Ukraine. L'Ukraine sera complètement laissée tomber et après, on ne parlera que de Taïwan. Évidemment, la Russie n'attend que ça, certainement, parce que là, elle aura les coups franches et elle fera vraiment ce qu'elle veut de l'Ukraine. Et on va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, le bombardement de cet hôpital pour enfants à Kiev tombe à pic pour Zelensky. C'est la veille de son déplacement au sommet de l'OTAN pour le 75e anniversaire de l'OTAN. Et le lendemain de ce bombardement, les États-Unis disent, à cause de ce bombardement de l'hôpital pour enfants, ils allaient renforcer le système antiaérien à Kiev en envoyant d'autres systèmes antiaériens. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Zelensky qui a été à ce sommet de l'OTAN principalement pour réclamer des systèmes antiaériens. Et il a eu ce qu'il voulait, tout du moins en partie. Est-ce que les promesses vont être tenues? Nous verrons bien. Un système antiaérien, ça coûte très cher et objectivement ne sert strictement à rien pour l'Ukraine. Car pour que cela serve, il faudrait que une bonne dizaine de systèmes patriotes au moins soient envoyés en Ukraine. Or, il n'aura jamais tout cela.
il en aura peut-être un ou deux pour Kiev. Mais nous verrons bien, on verra bien. Pour la communication, les États-Unis sont prêts à beaucoup de choses. Oui, donc comme je vous le disais, donc ça tombe très bien pour Zelensky, mais cela dit, là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que bah, il n'y a pas de système antiaérien à Kiev. Ou alors s'il y a des systèmes antiaériens NASAMS et Patriot, ils sont fort mauvais. On a 5 missiles qui sont tombés sur l'usine d'Altium. Alors, je ne sais pas quels sont ces missiles, si ce sont des KH-101 ou des Iskander-M, mais en tous les cas, on a 5 missiles qui sont tombés sur une usine dans Kiev, et aucun n'a été arrêté. Aucun. Alors, peut-être, comme le dit le Kremlin, qu'il y a quand même des systèmes NASAMS qui ont essayé d'arrêter les missiles, mais en vain, apparemment. En tous les cas, une chose est sûre, 5 missiles sont tombés sur cette usine d'Altium et aucun n'a été intercepté. Ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des systèmes antiaériens à Kiev, mais qui sont dans ces cas-là très mauvais. Ça veut dire que si c'est un missile NASAMS qui a été envoyé par l'Ukraine, ça veut dire qu'il n'y a pas de système patriote à Kiev. Et donc, cela voudrait dire que tous les systèmes antiaériens patriotes ont été détruits? Je pose la question. Donc tout ça est de fort mauvais augure pour l'Ukraine. Et si il n'y a aucun système antiaérien digne de ce nom à Kiev, bah, qu'est-ce que cela veut dire pour le reste de l'Ukraine? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de très mauvais augure. Ça veut dire que le reste de l'Ukraine, il y a presque rien, voire rien, qui sait. Maintenant, au moment où je vous parle, peut-être qu'il n'y a vraiment plus rien. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a quand même Lvov qui doit encore avoir des systèmes, mais Lvov a été bombardé. Et apparemment, aucun missile russe n'a été intercepté, même à Lvov. Je vous rappelle que lundi, il y a une centaine de missiles qui a été envoyés sur l'Ukraine. Ça a fait en tout 38 morts en Ukraine. Donc tout cela est extrêmement grave et évidemment cela va de mal en pis. Donc en plus de cela, cerise sur le gâteau, on a des forces chinoises qui ont fait des exercices en collaboration avec les forces biélorusses près de la frontière polonaise et ukrainienne. Donc on a la Chine qui s'implique directement maintenant et qui le montre à la face du monde entier. Donc là, le Pentagone qui déjà hurlait avec le gouvernement américain, bien sûr, contre la Chine, et a même fait des sanctions contre la Chine, parce que la Chine donnait de l'armement à la Russie. Imaginez-vous, là, la Chine qui dit, bah moi maintenant, voilà, je suis un allié de la Russie, et j'envoie carrément des troupes en Biélorussie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord que la Chine se fout éperdument des sanctions des États-Unis. Et en plus, la Chine a fait une montée des tensions en mer de Chine. Il y a 2 jours, 66 avions de combat chinois ont été envoyés près de Taïwan. Donc il y a une escalade en mer de Chine qui rappelle quand même beaucoup de choses. Ça nous rappelle qu'il y a une guerre en préparation entre la Chine et les États-Unis pour Taïwan. Ça nous fait oublier le conflit israélo-palestinien où les États-Unis sont obligés de donner énormément d'armement à Israël. Ça nous fait oublier tout cela. Il ne faut pas oublier, et ce seront mes derniers mots, que le véritable adversaire des États-Unis, c'est pas la Russie, mais c'est la Chine. Et s'il y a un conflit qui éclate en mer de Chine avec Taïwan, eh bien l'Ukraine sera très 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 vite oubliée. Et toutes les forces américaines seront envoyées pour protéger Taïwan. Tout du moins, c'est mon opinion. Nous verrons bien. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. On va commencer immédiatement par l'hôpital pour enfants à Kiev. Donc c'est le symbole bleu. Je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà longuement parlé. Maintenant, on va commencer par le front sud. Le front sud, il ne s'est pas passé grand-chose.
à part le fait que la centrale nucléaire d'Energodar ou de Zaporojye, comme on voudra, est toujours attaquée par les Ukrainiens. Malheureusement, mais sans surprise, l'AIEA se tait toujours quant à qui bombarde cette centrale. La semaine dernière, on avait un petit espoir et au final, ils se taisent toujours, mais sans surprise. Toujours beaucoup de combats dans la région d'Orirov, mais rien de spécial. Dans la région d'Ougledal, là où il y a la seule forteresse sur le front restante, rien de spécial non plus, hein. Comme je vous le dis depuis des mois, toute la région sud, à partir de là, je dis bien à partir de là exactement, est en défense pure. Et par contre, là où c'est très intéressant, bah, c'est toujours au même endroit, c'est dans la région de Donetsk. Et là, il s'est passé des choses. Alors, comme on peut le voir ici, donc on va zoomer sur Krasnodorivka. Il y a eu une bonne avancée russe, vraiment de plusieurs centaines de mètres intramuros dans la ville. Donc on peut dire qu'ils ont pris la ville. Là, c'est vraiment pour être puriste hein, que la ligne de front elle est comme ça. C'est moi, je ne mets pas les lignes tant que ce n'est pas consolidé. Évidemment, c'est en train d'être consolidé, donc on peut considérer que la ville est en réalité déjà prise. Là, il ne reste plus qu'une petite poche d'Ukrainiens qui vont vite être balayés. Donc c'est pour ça que j'ai mis une épingle rouge. Ça veut dire qu'il y a eu une avancée importante russe ici et la ville va bientôt être prise. Là aussi, on a une grosse avancée. Donc là, c'est pour atteindre la grande ville de Seloudovier. Alors, bien entendu, ça sera pas facile pour les Russes. Alors, pourquoi ils veulent prendre Seloudovier? Bah, parce que c'est la ville qui va mener vers Pokrovsk par le sud. Donc, prendre cette route qui est très importante, une route logistique qui permet d'alimenter les Ukrainiens ici. Donc évidemment, ils vont essayer d'avancer comme ça, prendre cette route logistique, prendre cette ville, Seloudovier, qui est quand même importante. Donc puisque c'est un verrou du sud par rapport au Graal, ici Pokrovsk, hein. Alors là, c'est la ville la plus importante dans cette région pour les Russes à prendre, d'où la flèche bleue. Donc là, grosse avancée, mais pas que là. Là, on voit qu'il y a eu une énorme avancée, et dans cette énorme avancée, ils ont pris la ville de Yevnenivka. Donc là, vous voyez, la semaine dernière, les lignes de front étaient là. Hein, les pointillés, c'est la semaine dernière. Donc grosse avancée, ainsi qu'une avancée assez importante, puisqu'ils ont pris la ville de Lovznoutskie. Donc d'où les épingles ici. Je vous le rappelle encore une fois que le but des Russes, c'est de prendre Pokrovsk, qui est un nœud logistique absolument énorme. C'est pour ça que je l'avais entouré d'un triangle rouge. Donc en gros, il y a une avancée vers le sud qui va comme ça et qui va remonter. Hein, vous voyez, donc là, ça a avancé ici, mais c'est ici qu'il y a eu la plus grande avancée, il faut quand même pas l'oublier, d'où la flèche bleue ici. Donc en gros, il va y avoir un encerclement de Pokrovsk, donc qui va commencer par le centre. Là, à mon avis, ça va dévier vers le nord. Et là, il y a une avancée par le sud afin de prendre Pokrovsk par le sud. Voilà. Alors, sachant que dans cette région, là, il y a une flèche bleue, c'est parce que d'après les rapports russes, il y a des troupes qui vont se diriger vers le nord afin de prendre Chassivyar par le sud. Donc, Chassivyar sera pris de tous les côtés, parce que le but, c'est de prendre Chassivyar ici. Alors maintenant, dans cette zone-là, il n'y a pas eu d'avancée, bien que la ville de New York
qui s'appelait avant Novgorod. Eh bien, il y a eu une petite avancée, je ne l'ai pas notée parce qu'elle n'est pas assez notable, mais New York va bientôt être prise, et pour faire évidemment une avancée vers Toretsk. Toretsk, c'est important à prendre, c'est pour ça que je l'ai entouré d'un triangle rouge, puisque c'est une zone d'approvisionnement importante qui contrôle cette route très importante. Vous voyez la route? Regardez, voilà. Et cette route, bien sûr, va jusqu'à Kramatorsk. Et ça, c'est le vrai but de la région, de cette région-là, des Russes, c'est de prendre Kramatorsk et Slaviansk. Ça, c'est leur grand but. Mais bon, ils en sont encore loin. Pour l'instant, leur but, je l'ai entouré d'un triangle rouge, c'est Toretsk. Toretsk, c'est le but. Alors là, ils n'ont pas vraiment avancé. Sur Tchassivial, ils ont avancé la semaine dernière. Ils ont encore avancé. Ils auraient traversé le canal du micro-district, parce qu'ils appellent ça, cette zone-là, ils appellent ça le micro-district, les Ukrainiens. Donc là, c'est le canal, vous voyez le canal hein, qui est comme ça. Donc là, les Russes, la semaine dernière, se sont appuyés sur le canal. Le canal, ils l'ont déjà traversé, mais de peu, et je ne vais pas bouger la ligne de front pour 50 mètres. Hein. Alors, il faut savoir que ce canal qui sépare ces deux zones, hein, qui est comme ça, ce canal fait 2 mètres de large, allez, 4 mètres de large. Et je crois qu'au maximum, il fait 8 mètres de large. Donc en gros, si vous prenez de l'élan, vous sautez, vous le traversez. Hein. Donc ça n'a rien d'une séparation comme un fleuve. Hein. C'est un tout petit canal minuscule. Hein. Donc complètement artificiel, bien sûr. Donc évidemment, c'est symbolique, mais ça ne ralentit pas les Russes pour aller vers l'ouest de Tchassivial. À noter que les Ukrainiens résistent très bien quand même dans cette zone. Alors pourquoi ils résistent très bien? Parce que, comme je vous le dis depuis maintenant très longtemps, Tchassiviar, c'est le verrou. C'est le verrou du moment. C'est le plus important verrou, Tchassiviar. Les Ukrainiens le savent bien, et comme je vous le dis maintenant, chaque semaine, ils envoient des troupes ici au maximum de leurs possibilités. Alors étrangement, moi d'après ce que j'ai lu, ils n'ont toujours pas renforcé Kramatorsk ou Slaviansk, d'après ce que j'ai lu. Alors est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Là, c'est d'après les rapports russes. En fait, ils n'ont pas le temps et pas les moyens d'après les rapports russes. Alors évidemment, je ne peux rien confirmer de tout ça, je ne fais que vous répéter. Maintenant, dans le fameux chaudron de Siversk, là ça bouge, ça a bougé. Là, les Russes ont pris la ville complètement de Spierny. Et ils ont avancé beaucoup, regardez, de plusieurs kilomètres. Donc grosse avancée russe, et ils ont pris une ville non négligeable. Donc là, c'est un signe comme quoi Siversk est en train de faiblir grandement, alors que pendant plus d'un an, ça ne bougeait pas sur Siversk. Donc là, c'est très inquiétant côté ukrainien. Alors, vers un peu plus au nord. Alors, un peu plus au nord, les Russes ont fait une très grosse avancée. Alors, comme vous pouvez le voir, là, Pichanier donc, a été complètement prise. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une grosse avancée des Russes de plusieurs kilomètres. Ça, ce sont les lignes de la semaine dernière. Donc, grosse avancée russe, et ils ont encore pris une ville. On peut dire que là, si on dézoome un peu, toutes les épingles rouges, c'est des avancées russes notables. Vous voyez que toutes les semaines, il y a beaucoup d'épingles. Les Russes n'arrêtent pas d'avancer. Et vous pouvez voir que ça se concentre
Ça se concentre dans la région de Donetsk, hein, principalement. Et là, un petit peu plus au nord, mais c'est un peu esselé ici. Là, le groupement se fait dans la région de Donetsk. Vous voyez qu'ils avancent, hein. Donc tout ça est très inquiétant pour les Ukrainiens. Alors maintenant, dans la région de Kupiansk, c'est-à-dire ici, les Russes avancent toujours de quelques dizaines de mètres, mais trop peu pour que je bouge la ligne de front. Il n'y a pas vraiment d'avancée notable où les Russes restent. Donc je note pas. Il y a eu encore une avancée sur Vovchansk. Là, c'était la semaine dernière. Il y a encore eu une avancée. Bon, il y a beaucoup de rapports russes qui disent que la ville va être très bientôt prise. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par très bientôt? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça ne cesse d'avancer sur Vovchansk. Et sur Lipsi, rien n'a bougé. À ma connaissance, rien n'a bougé. Ni ailleurs d'ailleurs, hein. Donc, par contre, à noter quand même, au niveau de Lipsi et Vovchansk, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont partis. Donc, je pense que les Ukrainiens commencent à laisser tomber un peu le front nord. Un peu, je dis bien, pas complètement, parce qu'il faut bien qu'ils retiennent quand même un minimum les forces russes au nord. Les forces, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, sont principalement envoyées vers Tchassivial. En fait, énormément de forces sont envoyées à Tchassivial. Ce qui prouve que c'est bien cet endroit-là qui est le plus important. C'est le plus grand verrou. C'est pour ça que les Ukrainiens envoient des troupes au sud. Donc là, ça les inquiète énormément. Alors, étrangement, ils envoient sur Tchassivial énormément de troupes, mais Pokrovsk, d'après les rapports que je lis, semble, là, ici, ça semble un petit peu, pas abandonné, mais ça affaiblit énormément. Ça affaiblit énormément. Et pourquoi Tchassivial résiste si bien? Ben, paraît-il que sur Tchassiviar, il y a les forces Kraken, donc c'est les forces d'élite ukrainiennes, ainsi que il y a eu, je dis bien il y a eu parce qu'elle est partie, il y a eu la 47e brigade mécanisée ukrainienne, qui est une force d'élite. Donc là, ils envoient leurs meilleurs hommes ici sur Tchassiviar et en nombre. C'est pour ça que Tchassiviar tient malgré tout, hein. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire sur la carte militaire. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et n'oubliez pas que lundi qui arrive, il y aura la deuxième partie. Enfin et toujours, soyez curieux.